Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF. Comment tu vas ce matin? Ça va mieux. D'accord. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? L'actualité internationale c'est énorme, elle a été dense ce week-end, entre ouais. la première visite du pape Léon XVI sur le continent africain, les élections. Il est au Cameroun? Non, il sera au Cameroun. Il commence par l'Algérie aujourd'hui. Le Cameroun sera sa deuxième étape. L'Algérie? Oui, l'Algérie. C'est la première fois qu'un pape sera en Algérie. Il faut savoir que l'Algérie, c'est un pays qui est majoritairement musulman. L'islam est une religion d'État là-bas, et donc, mais il y a quand même une minorité chrétienne très présente en Algérie, et donc c'est aussi dans le cadre du dialogue entre les religions que le pape Léon XVI a décidé de se rendre là-bas. Et donc, il va discuter avec le président Abdelmadjid Tebboune et puis un certain nombre d'autres responsables religieux algériens. Après, il va s'envoler pour le Cameroun, puis une troisième étape va l'emmener en Angola. Le Cameroun et l'Angola, avec la Guinée équatoriale, ce seront un peu des étapes liées aux questions sociales. Au Cameroun, il va se rendre en Amazonie. Il faut se rappeler que c'est cette zone, ces régions On ne parle pas du assez. nord-ouest et du sud-ouest. Oui, on ne parle pas assez, alors que... C'est des sécessionnistes. Exactement. Bon, il y a deux parties. Il y a une partie sécessionniste, mais il y a aussi une partie qui est fédéraliste. Bref, on va dire, c'est un conflit intercamerounais qui dure depuis plus de 10 ans et dont, effectivement, tu as raison, on ne parle pas assez. Et donc, pour Benoît XVI, ce sera l'occasion pour essayer de réconcilier les Camerounais, les emmener à véritablement mieux dialoguer et pour trouver une issue, une solution politique et pacifique au conflit qui oppose les groupes politiques amazoniens à celui de pouvoir central de Yaoundé. Et ensuite, comme je disais, pour l'Angola et la Guinée équatoriale, les questions sociales liées aux conditions de vie des populations, il faut savoir que c'est des pays qui font face à des situations, à des conjonctures économiques. Et donc, ce sera l'occasion pour le pape Léon XVI de dialoguer avec les populations, inciter les gouvernements à prendre plus de mesures à caractère social afin d'améliorer les conditions de vie globales des populations. Ça, c'est ce qu'on peut en dire. Et puis, bon, il y a aussi les élections au Bénin, mais sans véritable grand enjeu politique. On sait que le poulain de Patrice Talon, qui ne se représente pas pour un troisième mandat, on sait que son actuel ministre de l'économie et des finances, est grand favori, tant M. Patrice Talon aura balayé le terrain pour lui permettre d'obtenir une victoire cash. Donc c'est véritablement sans grand intérêt. Il y a eu quand même une assez bonne participation sur les 8 millions d'électeurs attendus hier, appelés aux urnes. Hier, plus de la moitié se sont déplacés, ce qui est quand même déjà pas mal. Mais comme je le dis, ce qui tue un peu la nature de ce scrutin, c'est l'absence d'enjeu, étant donné que tous les opposants qui pouvait représenter une véritable menace pour l'élection du poulain de Patrice Talon avait été soit envoyé en prison, soit envoyé en exil. Donc, ou bien empêché tout simplement de se présenter à l'élection présidentielle. Donc, du coup, il n'y a que deux candidats, dont celui du parti au pouvoir et donc malheureusement au Bénin. C'est ce qui expliquerait ce manque d'attrait d'un point de vue géopolitique des enjeux de cette élection. Et puis, élection aussi, il y a eu des élections législatives en Hongrie qui étaient très attendues en Europe, parce qu'il faut savoir que la Hongrie a été dirigée depuis... Victor Orban. Depuis 16 ans. Il a perdu les élections. Il a perdu. Il n'aura pas de problème en justice, j'espère. J'espère que non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vraiment subi une défaite écrasante. Il faut savoir que... Mais pourtant, c'était l'homme fort de la Hongrie. Oui, c'était l'homme fort. Et en Europe, il pesait vraiment. Oui, en Europe, oui, il pesait. Mais il faut bien comprendre, il faut relativiser cette défaite-là. Tant on a vu des formes d'ingérence étrangère dans cette élection-là, on le sait depuis des années, Budapest et Bruxelles ne s'entendaient pas sur un certain nombre de questions. La Hongrie bloquait le 20e train de sanctions préconisé par l'Union européenne contre la Russie. La Hongrie bloquait les 90 milliards d'euros de prêts
européens pour essayer de financer et continuer d'aider l'Ukraine à poursuivre sa guerre. La Hongrie de Viktor Orban était véritablement opposée, n'appliquait même plus des directives européennes, surtout en matière d'immigration. Mais il faut aussi savoir que l'Union européenne aussi a modifié, a violé ses propres règles parce qu'elle ne s'entendait pas avec la Hongrie. L'Union européenne bloquait par exemple des subventions européennes auxquelles la Hongrie avait droit pour rendre encore la situation d'un point de vue politique plus difficile pour Viktor Orban. On se rappelle aussi de l'incident concernant l'oléoduc de Druzhba, cette région d'Ukraine par laquelle transite le pétrole qui part de Russie pour arriver en Hongrie et en Slovaquie. Il y avait eu des avaries sur ces équipements-là de Druzhba. La Hongrie de Viktor Orban accusait justement Volodymyr Zelensky d'être l'auteur de la destruction de ces infrastructures-là pour bloquer l'arrivée du pétrole russe vers la Hongrie. Il faut savoir que 90% du pétrole qui est consommé en Russie, pétrole et gaz, provient de Russie. Et donc, le fait que ces équipements-là étaient endommagés empêchait donc la Hongrie de pouvoir accéder à de l'énergie bon marché et abondant. Et donc, Viktor Orban a accusé Volodymyr Zelensky d'être à l'origine de cette destruction-là, ce qui avait entraîné de véritables tensions au point où Volodymyr Zelensky disait que c'était les bombardements russes qui avaient détruit les équipements et qu'en conséquence, c'était pas à eux de les réparer. Il aura fallu l'intervention de Bruxelles pour trouver une solution amiable dans laquelle Bruxelles devait financer les réparations des infrastructures de Druzhba et permettre ainsi la reprise de l'acheminement du pétrole russe vers la Hongrie en échange du fait que la Hongrie assouplit sa position, notamment concernant l'octroi des 90 milliards d'euros de prêts à l'Ukraine. Et puis aussi, donc, pour toutes ces raisons-là, évidemment, on sait aussi la très grande proximité que Viktor Orban a toujours affichée vis-à-vis de Donald Trump. La preuve, le vice-président J.D. Vance avait personnellement fait le déplacement pour la Hongrie pour venir soutenir le candidat Viktor Orban, ce qui est véritablement une preuve d'ingérence étrangère. Mais il faut aussi savoir que l'ingérence étrangère vient aussi de la part de Bruxelles qui n'a cessé de tout mettre en œuvre pour mettre les bâtons dans les roues à Viktor Orban, pour essayer de pousser au maximum le candidat de l'opposition, candidat qui était aussi soutenu par George Soros, qui est un juif américano-hongrois qui a fait fortune dans le monde boursier et qui est l'ennemi numéro 1 de Viktor Orban et qui avait toujours juré la perte de ce dernier. Donc, on voit bien que derrière, en réalité, la Hongrie était entre deux feux. D'un côté, on a Bruxelles et le monde, on va dire, une espèce de monde d'affaires européen. Et puis, de l'autre côté, on avait les États-Unis et les soutiens aussi américains d'extrême droite, que ce soit la française Marine Le Pen ou encore Donald Trump aux États-Unis. Donc, bref, c'était l'élection en Hongrie avait largement dépassé le champ national, tant les enjeux étaient des enjeux internationaux. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Mais puis, maintenant, je vais chuter par les négociations qui n'ont pas abouti à Islamabad. Il faut savoir que après des négociations marathon de 21 heures d'affilée, Iraniens et Américains ne sont pas parvenus à un accord. Mais ça, évidemment, ce n'était pas surprenant, étant donné les positions irréconciliables que les deux avaient dans leurs propositions. Les Américains voulaient l'arrêt total de l'enrichissement d'uranium, le transfert de l'Iran vers les États-Unis, les 460 kg d'uranium enrichi à 60%, l'arrêt du programme balistique iranien, le transfert des derniers missiles balistiques qui restaient à l'Iran, bref, et bien entendu, le déblocage du détroit d'Ormuz. Or, les Iraniens, eux, ils voulaient le fait que les Américains arrêtent de bombarder l'Iran et n'attaquent plus jamais l'Iran. La deuxième chose, c'est qu'ils demandaient le dégel des avoirs iraniens qui étaient bloqués du fait de l'embargo, des sanctions imposées par les États-Unis. Troisièmement, ils demandaient également le fait que les États-Unis reconnaissent le droit à l'Iran à enrichir son uranium et donc à poursuivre son programme d'enrichissement. Quatrièmement, et y compris maintenant l'éventualité possible aussi pour l'Iran de disposer de l'arme atomique parce qu'ils estiment qu'en moins d'un an, ils ont déjà subi 2 attaques de la part d'Israël et des États-Unis. Donc à ce titre, la détention de l'arme atomique
représenterait le dernier rempart dissuasif, le dernier moyen de dissuasion face à des futures attaques américaines et israéliennes. Et puis, bien entendu, le dernier point, c'est le fait que l'Iran demandait à ce que toutes les résolutions qui permettaient des sanctions contre l'Iran, aussi bien au sein du Conseil de sécurité qu'au sein du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, soient levées. Et enfin, il demandait également que les États-Unis reconnaissent la souveraineté de l'Iran sur le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc, on voit bien que ces deux positions-là étaient totalement aux antipodes les unes des autres, mais évidemment, c'est la raison pour laquelle les deux parties se rejettent la responsabilité de l'échec de ces discussions-là. Les Américains estiment que les Iraniens ont fait preuve d'un manque total d'ouverture et de volonté de négocier, notamment en ce qui concerne le programme nucléaire iranien, donc à savoir l'enrichissement et les 460 kg d'uranium enrichi à 60% qu'ils détiennent. Et puis les Iraniens, eux, ont plutôt expliqué qu'ils étaient à deux doigts de parvenir à un accord jusqu'à ce que les Américains fassent preuve d'une forme d'inflexibilité concernant justement non seulement la question du programme nucléaire iranien, mais aussi la question de la souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz. Donc, au sortir de là, évidemment, Donald Trump, sur son réseau social, a fait une sortie à la Trump. Il n'a pas été avare d'injures vis-à-vis de l'Iran et des négociateurs, et puis il a décidé unilatéralement d'imposer un blocus à l'ensemble des ports iraniens qui va concerner, dans un premier temps, ça concernait les navires qui auraient payé à l'Iran le droit de passage du détroit d'Ormuz. Maintenant, on voit que ce blocus va plutôt concerner l'ensemble des ports iraniens du golfe arabo-persique. Sauf que, évidemment, dans un premier temps, il avait dit que ce blocus devrait se mettre en œuvre dans les prochaines heures ou les prochains jours. Maintenant, évidemment, certains journaux font savoir que les États-Unis ont décidé que c'est dès ce lundi que ce blocus-là pourrait entrer en vigueur, sauf que en réalité, moi, je ne vois pas comment ils pourraient mettre en œuvre une telle réalité. Parce que, les Américains n'ont toujours pas le contrôle du détroit d'Ormuz, donc ils ne peuvent pas de facto bloquer les ports iraniens. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est bloquer les navires pour qu'ils puissent aller dans les ports iraniens. Maintenant, la question aussi est de savoir de quels navires s'agit-il. Est-ce qu'ils vont bloquer les navires chinois ? Ça, j'en doute fort, parce qu'il faut bien comprendre que la Chine dépend à 50% de ses approvisionnements en pétrole et en gaz de la région. Et dans ces 50% d'importation, l'Iran est le premier exportateur de gaz et de pétrole vers la Chine. Donc, dire qu'ils vont mettre en place un blocus total sur les navires qui rentrent là, c'est une forme de déclaration de guerre indirecte qui est faite à la Chine. Et donc, la Chine, est-ce qu'elle va se laisser faire ? Je ne pense pas, parce que la question énergétique est une question cruciale pour la Chine. La Chine base justement son développement économique sur un accès à de l'énergie pas chère, bon marché et de manière abondante. Et on sait que la Chine a besoin de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner son industrie. Or, à la différence des États-Unis, elle ne dispose pas d'énormes ressources pétrolières sur son territoire. Il y a du pétrole en Chine, mais ce pétrole-là ne couvre même pas le 1 centième de toute la consommation chinoise. Et donc, la Chine a besoin du Moyen-Orient pour s'approvisionner en gaz et en pétrole. Et donc, le fait que Donald Trump puisse décider unilatéralement d'un embargo sur tous les navires qui entreraient, qui sortiraient de là-bas, moi, je me pose bien la question de savoir comment est-ce qu'il ferait pour les navires chinois. D'autant plus que dans la foulée, hier aussi, on a appris que Donald Trump avait annoncé que des navires avaient traversé le détroit d'Ormuz pour entamer des opérations de déminage de ce détroit-là. Et cette annonce avait même été reprise par beaucoup de journaux occidentaux, sauf que effectivement, il y a eu 2 navires américains qui ont tenté de passer le détroit. Il s'agit des bâtiments USS Michael Murphy et USS Frank E. Peterson. Tous deux, ce sont des destroyers de la classe Harley-Burke. Ces 2 navires ont tenté de passer en usant d'une espèce de stratagème, en usant d'un camouflage électronique. Dans ce camouflage électronique, en fait, ils avaient changé de code
Parce qu'il faut savoir que tous les navires, on dispose d'un code qui est émis par un transpondeur. C'est le code qui permet de donner l'immatriculation en fait du navire pour déterminer de l'identité du navire. Et ces deux destroyers américains avaient pris des navires soi-disant, changé de code pour mettre des codes de navires omanais, soi-disant qu'ils devaient, leur cale était vide et qu'ils allaient vers des ports à Oman. Malheureusement pour eux, le stratagème a très vite été remarqué par les Iraniens qui ont immédiatement prévenu ces navires-là de ne pas s'aventurer dans le détroit d'Ormuz sous risque de subir des attaques de la part des forces armées du corps des gardiens de la révolution islamique. Et donc, il faut bien comprendre que c'est lorsqu'ils ont senti qu'ils étaient évidemment mis en joue par les systèmes de missiles iraniens qu'au dernier moment, ces deux destroyers ont finalement décidé de faire demi-tour et de ne pas s'aventurer dans le détroit d'Ormuz. Donc, en réalité, il n'y a pas de bâtiment américain qui est passé le détroit d'Ormuz. Hier, il y a à peu près une dizaine de navires qui ont traversé le détroit d'Ormuz, mais ces navires l'avaient traversé sous le contrôle et avec l'autorisation des forces armées iraniennes. Donc, on est dans cette situation-là où, une fois de plus, Donald Trump fait du Trump, c'est-à-dire qu'il crie beaucoup, qu'il menace. Il espère qu'avec ses cris et ses menaces, ça va essayer de faire infléchir les Iraniens. Maintenant, derrière, on l'a aussi appris que pour l'instant, il y a un véritable branle-bas diplomatique pour essayer de pousser les deux parties iraniennes et américaines à deux choses. Premièrement, à prolonger la période de cessez-le-feu qui demeure, qui est encore en vigueur, mais qui risque, du fait de l'absence d'accord entre Iraniens et Américains, il y a des forts risques que ce cessez-le-feu soit violé. Puis la deuxième chose, c'est essayer de négocier un deuxième round de discussion entre Iraniens et Américains. Maintenant, évidemment, est-ce que ces discussions-là vont avoir lieu toujours à Islamabad? C'est possible, comme l'inverse aussi est possible, parce que, évidemment, on sait que derrière, il y a d'énormes tractations de la part de la Chine pour aussi pousser les deux parties à parvenir à un accord. On sait que ce sont les Chinois qui ont convaincu les Américains à partir finalement négocier avec les Iraniens, parce qu'il faut savoir que la Chine aussi avait dit aux Américains que si vous n'allez pas à cette discussion-là, nous aussi, nous allons durcir nos approvisionnements en matière de terres rares et de métaux stratégiques. Et donc, de ce point de vue-là, les Américains qui ont besoin de ces minerais stratégiques-là pour renforcer leur stock de missiles qui ont été sérieusement entamés, que ce soit les missiles de croisière ou les missiles balistiques. Une grande partie des stocks ont été utilisés durant ces 40 jours de guerre avec l'Iran. Et donc, c'est sur cette menace-là que les Américains ont accepté. Puis, ils ont fait, bien entendu, malheureusement, les discussions ont achoppé. Mais ce qui est clair, c'est que pour l'instant, la communauté internationale continue d'être au chevet des deux pays pour les pousser à continuer à discuter et à maintenir ce cessez-le-feu-là. Donald Trump aussi a expliqué hier que désormais, après avoir discuté avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN aurait dit que l'OTAN allait maintenant accompagner les Américains dans leur tentative de libérer le détroit d'Ormuz. Mais même là encore, je me pose des questions parce qu'il y a beaucoup de pays de l'OTAN dont je ne vois pas qu'ils soient en capacité de pouvoir accepter de participer à cette opération-là. Je pense par exemple à l'Espagne. L'Espagne qui, dès le début, s'est toujours opposée à cette guerre américano-israélienne contre l'Iran. L'Espagne qui a interdit le survol de son espace aérien et l'utilisation de ses bases au sol. Je vois aussi la Corée du Sud. La Corée du Sud qui a vu d'un très mauvais œil le fait que les Américains, de manière unilatérale, aient déplacé tous les systèmes antimissiles qui avaient sur son sol pour les emmener du côté d'Israël. Et donc, la Corée du Sud se trouve ainsi plus vulnérable vis-à-vis de l'ennemi du Nord. C'est la raison pour laquelle le président sud-coréen a entamé une politique, un retournement spectaculaire de rapprochement avec le président de Corée du Nord. Ce week-end a eu pour la première fois une rencontre entre les deux hommes. Le troisième pays que je verrai aussi mal entrer dans la danse, je pourrais même ajouter deux autres. Le troisième pays, c'est le Japon. Le Japon déjà qui est en train de revoir toute sa doctrine militaire pour passer d'une doctrine défensive issue de la fin de la Seconde Guerre mondiale à une doctrine plus offensive parce qu'ils sont conscients que les États-Unis ne pourront plus garantir à 100% leur sécurité. Et puis je pourrais donc ajouter, comme je disais, deux autres pays, à savoir l'Australie déjà, qui a déjà fait savoir qu'elle aussi, elle était plus ou moins réticente
à mener ce type d'opération. Et enfin, le Canada dont le chef du gouvernement, Mark Carney, a expliqué hier lors de la convention de son parti que désormais le Canada allait se passer de l'armement américain. Les Canadiens n'allaient plus acheter d'armes américaines et allaient maintenant travailler à développer leur propre système de défense. Donc on voit bien que, en dépit des annonces faites, aussi bien par Donald Trump que par Mark Rutte, je vois difficilement comment l'OTAN pourrait accompagner les États-Unis dans cette opération. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.